Europe 1 13h. Il est 13h20, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et décryptage de l'actualité, Céline, avec vos deux chroniqueurs politiques du jour, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour à tous. Bonjour mesdames. Contente de vous retrouver. Alors évidemment, on va ouvrir cette séquence avec cette affaire, cette adolescente de 14 ans rouée de coups à la sortie de son collège. C'était mardi à Montpellier. Alors un déchaînement de violence après des mois de harcèlement. 3 mineurs interpellés qui sont placés en garde à vue. Un véritable guet-apens devant son établissement situé dans le quartier sensible de la Paillade. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter la maman de Samara. C'est cette jeune fille, elle s'appelle Assiba. Écoutez-la. Samara, elle est coquette, Samara, elle s'arrange, Samara, elle se maquille un peu. Et puis cette jeune fille est voilée. Et on l'a traitée de cofard. Cofard, ça veut dire mécréante. Ma fille, voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est pas voilée. Toute la journée, c'est des insultes. Carbade, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée. Mais c'était plus vivable, en fait. C'est physiquement, c'est psychologiquement. Elle osait même plus me parler parce qu'elle en avait marre de me raconter chaque semaine, maman, il s'est passé ça. Et puis, au niveau du collège, des fois on la croit, des fois on la croit pas. Et je me disais, peut-être c'est Samara, peut-être c'est pas elle. Et en fait, au final, quand je vois jusqu'à où cet élève est allé, c'est que en fait, elle a prémédité peut-être le meurtre de ma fille, en fait. C'est d'une violence inouïe, la sidération évidemment aujourd'hui. Alors Assiba au micro de Charles Lhuillier pour Europe 1. Une agression, on l'a compris, dans le point de départ et la religion. Une jeune adolescente agressée fait partie de la communauté Harki du quartier de la Paillade, je le précise. Intégrée, non voilée, on en est là. D'abord, il faut remercier Europe 1 Charles Lhuillier parce que c'est un témoignage très important. Parce qu'il recouvre 3 dimensions. Et c'est un cocktail détonnant qui amène donc à cette affaire. Le premier, c'est le harcèlement moral. Cette maman fait la description clinique presque de ce qu'a été ce harcèlement vis-à-vis de sa fille, installé depuis un an et demi. La deuxième, c'est 2 lectures de l'islam. Cette petite qui a été agressée, un islam qui reste dans la sphère privée, compatible avec notre République, et une jeune fille, parce que ce sont des gamins, qui vit à l'occidental, qui aime la mode, qui aime la modernité, et qui ne cherche noise à personne. Et en face d'elle, un islam de l'intolérance, et donc de la violence, parce que l'intolérance mène toujours à la violence. Et la 3e dimension, c'est le pas de vague. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui fait qu'à un moment donné, la mère dit qu'elle reste à la vie scolaire. Le signalement d'un groupe, c'est à 12h30. Dès 12h30, la vie scolaire, l'éducation, donc, est informée de ce qui va se passer. La petite sort à 16h et le drame se produit. Il aurait pu être évité. Il y a 3 dimensions. Jean-Claude Dacier. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans la France d'aujourd'hui, plus grand-chose ne devrait nous étonner. Là, pourtant, il me semble qu'on dépasse ô combien les phénomènes de harcèlement qu'on connaît tous et qu'on a tous connus dans nos écoles il y a quelques années. Mais là, vous vous rendez compte, comme vient de le dire Olivier, vous avez des gamins, des gamines, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui ont failli en tuer une autre. Sous les yeux d'une vingtaine de collégiens qui assistent à cette agression. Mais où sont les adultes, Jean-Claude ? Où sont les adultes ? À mon avis, faillite quand même, qu'on le veuille ou non, des familles et de leur charge éducative. Interrogation sur la situation des responsables de l'école et du rectorat, parce que si j'ai bien entendu la maman, on vient d'écouter, le phénomène de harcèlement plus ou moins violent, remonté à quasiment 1 an. Vous ajoutez à ça la folie d'Internet, plus précisément, la folie des réseaux sociaux qui font que ça prend d'un seul coup un écho, un retentissement considérable qui incite les plus jeunes d'entre nous, quand on n'a pas grand-chose dans la tête, à faire n'importe quoi. Et vous avez le bilan d'un fait divers qui nous interroge tous, et je termine, qui nous interroge sur un phénomène qui a disparu, hélas, ou en tout cas qu'on ne voit pas assez dans nos institutions scolaires, c'est la sanction. Alors justement, on va écouter Assiba, la maman encore elle de Samara, de qui nous explique justement la responsabilité du collège.
À 12h30, j'ai eu le prof principal de Samara qui m'a informé qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient présents devant le collège, qui attendaient ma fille. Il m'a dit, écoutez, j'ai peur pour votre fille, venez la récupérer. J'ai appelé en parallèle l'établissement, la vie scolaire, pour prévenir que, demander à ce que Samara ne sorte surtout pas du collège parce qu'il en craignait pour elle, en fait, tout simplement. Et on m'a confirmé à 2 reprises que oui, vous inquiétez pas, Samara restera au sein de l'établissement. L'information n'a pas été passée, ma fille est sortie du collège et en fait ces jeunes l'attendaient depuis 12h30 devant le collège. Donc j'ai rappelé la vie scolaire, il était 16h20, on m'a confirmé qu'il n'y avait plus personne devant le collège alors qu'il y avait plus de 20 à 30 personnes qui étaient en train de tabasser ma fille déjà. Je suis passée en voiture, j'ai tout vu, il y avait plein de jeunes, c'était on serait sorti, on aurait mis le nez dehors, on aurait vu qu'il se passait quelque chose. Le témoignage sidérant de la maman Assiba qui avait alerté le collège, la vie scolaire, qui explique par le détail tout le processus. Et pourtant, exclusion de 2 jours. Oui, alors ça c'était effectivement en juin. Peut-être légèrement insuffisant. Non, ça c'était sur le cas d'avant. Oui, c'était en juin 2023. L'adolescente avait pris en question l'agresseuse. L'appel à un viol. Voilà, elle avait fait une photo. Il y avait déjà et elle avait lancé un appel au viol et elle n'avait. Ça lui avait valu 2 jours d'exclusion au collège. Je comprends bien que nous sommes là pour décrypter, Céline, sauf que là, il n'y a rien à décrypter. C'est une réalité brute, violente, qui fait que ça tient à une phrase. Elle aurait dû être protégée par des adultes. Voilà. Et le fait que de 12h30, il y ait le signalement de la mère. Le prof principal dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé en dilution de la responsabilité pour qu'au final, elle soit lâchée? À 16h, le collège ferme, on la met dehors. Mais normalement, on nous dit qu'il devait y avoir un surveillant, le surveillant n'est pas là. Il y a tout un tas de... Ça me rappelle d'autres affaires qui ont eu une conséquence bien plus grave, même si celle-là est bien sûr grave, de ce processus et dont on se dit, il y avait les alertes, mais rien n'a pu stopper l'irrémédiable issue. Moi, je suis vraiment favorable, bien sûr qu'on peut décrypter, il faut le faire, mais aujourd'hui, le rectorat, l'éducation nationale, la ministre Belloubet, donc quand même le tweet est assez faible, doivent réagir. Alors, la plupart des médias n'ont pas forcément pris le sujet, ne se sont pas emparés du sujet, ont mis la poussière sous le tapis. C'est pas le cas d'Europe 1 et CNews qui ont relayé effectivement cette affaire dès hier soir. On va en parler dans quelques instants avec vous, avec Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Restez bien avec nous jusqu'à 14h. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. À 13h30 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. 3 mineurs toujours en garde à vue après l'agression très violente mardi d'une adolescente de 14 ans à Montpellier devant le collège Arthur Rimbaud. Dans cet établissement du quartier de la Mausson-la Paillade, que Samara était victime de harcèlement parce qu'elle ne portait pas le voile. Rouée de coups, elle est sortie du coma. Elle est entendue aujourd'hui par les enquêteurs. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Lyon n'est plus en alerte rouge aux crues. Le pic des inondations a été atteint la nuit dernière le long de la rivière Armançon. La décrue est désormais engagée. Vigilance orange maintenue dans l'Aube. L'heure du verdict au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Après 5 semaines d'audience, la cour d'assises de Paris rend son verdict à l'encontre de 4 hommes accusés d'avoir joué un rôle dans la préparation de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui avait fait, je le rappelle, 5 morts et 11 blessés en décembre 2018. Les lycéens ont jusqu'à ce soir, 22h, pour confirmer leurs vœux sur Parcoursup. Un délai supplémentaire octroyé après une panne, un problème de disponibilité des serveurs résolu dans la nuit. Les lycéens recevront les premières réponses à leurs vœux à partir du 30 mai. Enfin, Aya Nakamura a tout à fait sa place à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est ce que vient de déclarer Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui confirme que la cérémonie sur la scène reste le scénario privilégié. Et à 13h32 sur Europe 1, le débat continue avec vous, Céline Giraud, et vos 2 chroniqueurs politiques du jour, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et on continue à parler évidemment de cette agression violente à la sortie d'un collège mardi. Une collégienne de 14 ans rouée de coups. 3 mineurs interpellés, on vient de le dire. 13h32, on est ensemble jusqu'à 14h avec vous, auditeurs d'Europe 1. Alors si vous souhaitez réagir bien sûr sur le sujet, eh bien n'hésitez pas, 01 80 20 39 21. Les atteintes à la laïcité et l'islamisme radical qui se développe, ça fait 30 ans que cela ne cesse de se développer. Le témoignage de la maman qui explique clairement que c'est un conflit
conflit religieux qui a provoqué cette agression. Eh bien, certains médias comme Europe 1 ou CNews n'ont pas hésité à le dire dès hier soir en diffusant le témoignage édifiant d'Assiba, la maman de la jeune Samara. Mais d'autres médias préfèrent parfois glisser la poussière sous le tapis, ne pas s'emparer du sujet. Écoutez ce matin Pascal Praud sur le sujet justement avec Charles Lhuillier, c'est le correspondant européen dans le Sud-Ouest qui a recueilli ce témoignage. On est dans un quartier qui s'appelle La Paillade à Montpellier. C'est un quartier qui est très cosmopolite et c'est vrai qu'il y a, par exemple, certains bars où les femmes ne peuvent pas aller. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Si c'est une réalité, moi je vous invite à faire un reportage, Charles, parce que si vraiment il y a des bars dans Montpellier, ce n'est pas le seul quartier de France dans cet état. Vous le savez très bien. Moi je suis peu sur le terrain aujourd'hui, mais s'il y a vraiment, si cette réalité existe, s'il y a dans le quartier de la Mosson, dans le quartier de la Paillade que je connais puisque c'est là que jouait l'équipe de Montpellier en football, s'il y a des bars où les femmes ne peuvent pas entrer, je pense que le travail du journaliste, c'est de montrer cette réalité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je veux pas évidemment cibler la manière dont aujourd'hui l'actualité est rapportée, mais le témoignage que vous avez eu, et on ne citera évidemment pas d'autres radios, mais d'autres radios l'avaient également. Et ces radios ne l'ont pas diffusé, Charles Lhuillier. Et ça, je trouve que c'est très intéressant quand même. Pardon, mais je veux pas blâmer mes confrères. Oui, je sais. Je peux tout à fait comprendre qu'il y a chez certains de nos confrères une volonté de ne pas stigmatiser. Et je vous le dis en toute transparence, Pascal, j'ai beaucoup hésité à diffuser ce témoignage parce que c'est révélateur d'une réalité. Et j'ai eu peur, en diffusant ce témoignage, si vous voulez, de mettre le feu aux poudres, de mettre de l'huile sur le feu sur une situation, un contexte qui est déjà incandescent dans certains quartiers en France. Et bon, alors, évidemment, vous m'avez décomplexé à ce sujet, et depuis des années, Pascal Praud, mais faut pas avoir de pudeur de gazelle. Et quand il y a une réalité à dire, il faut la dire. Charles Lhuillier, le correspondant européen en Occitanie, qui a donc recueilli ce témoignage. Il fallait bien évidemment diffuser ce témoignage parce qu'il dit le réel, mais j'ai envie de dire, on ne découvre pas grand-chose. Cette question est informée et documentée depuis quelque temps. J'ai le souvenir sur France 2 d'un reportage sur des adolescentes de confession musulmane dans les quartiers populaires, qui était un 52 minutes de mémoire, qui disait les choses très très directement. Il y a eu des reportages, des articles, un travail journalistique. Là, bien sûr, ça prend une configuration particulière, parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, il y a d'autres choses qui viennent se greffer, c'est-à-dire le harcèlement en amont et le pas de vague sur la dernière séquence. Ce qui rend la question encore plus, j'ai envie de dire, forte. Pas si facile en attendant cette vérité. Jean-Claude Dacier, est-ce que c'est pour cette raison que finalement l'extrême droite rassemble de plus en plus? Je pense que ce genre je dirais même pas de faits divers, de faits de société qui décrit une situation qui, en effet, tu as raison, Olivier, existe depuis très longtemps. Il y a beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui ne mettront jamais les pieds seules dans un café. Et ça se passe pas seulement à la Mosson ou à la Paillade. En revanche, c'est vrai que ça décrit une situation qui est inacceptable. Ce qui, en l'occurrence là, moi j'ai toujours pensé que c'est la gent féminine qui allait beaucoup aider à intégrer la population musulmane en France, celle que nous avons en France, au sein, je dirais pas de la laïcité, je dirais au moins d'une pratique quotidienne qui soit plus proche de ce que nous sommes, nous, depuis des générations et des générations, plutôt que... Mais c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui... C'est une musulmane qui s'est fait agresser par une autre musulmane. Bien sûr. Mais regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. Le combat des femmes dans les pays musulmans. Mais ce que dit la maman, elle reproche de ne pas mettre le voile. La religion musulmane, elle est divisée en 2, 3, 4, 5. Il y a autant quasiment de filières, si j'ose dire, que c'est très spectaculaire. Moi, ce qui me préoccupe là, on a déjà deux... Et là, ce sont les musulmans modérés qui sont agressés. Oui, évidemment. Oui. Mais bon, en l'occurrence, là, nous avons, semble-t-il, le problème tel que vous le décrivez. Ce qui me préoccupe, c'est comment on va s'en sortir au sein de l'éducation nationale. Il y a un vrai problème d'éducation des familles. L'éducation n'est toujours pas venue à Montpellier. Et ça m'inquiète beaucoup parce que, en réalité, même si
la sanction doit être prise. On va voir ce qui va se passer à l'issue de la garde à vue. Les mises en examen paraissent inévitables. Néanmoins, qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes gens qui sont mineurs, avec une excuse de minorité qui va encore compliquer le travail des juges. Mais la justice française, là encore, manque de moyens. Il faudrait en effet essayer de leur mettre 2-3 petites choses dans la tête à ces jeunes gens. Il y a la religion, il y a aussi l'immense bêtise qui fait que, à cause de la religion, vous allez tuer une gamine de 14 ans, ça n'a aucun sens. C'est aussi la bêtise explique largement, au moins autant que la religion, ce qui s'est dramatiquement passé devant cette école. Comment fait-on pour aider l'éducation nationale et la justice? C'est un vaste chantier. Manque de moyens qui est cruel. Ouais. Sandrine, elle connaît très bien ce quartier de la Mosson, de la Paillade. Elle nous appelle. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Merci beaucoup. À vous et à tous vos invités aussi. Merci de nous appeler Europe 1 13h. Alors, vous êtes né à Montpellier. Aujourd'hui, vous habitez et vous nous écoutez dans le Tarn-et-Garonne, mais vous étiez à la Paillade. Oui, voilà. Alors moi, je suis née à Montpellier et j'ai toujours mes parents qui habitent à la Paillade. J'aime bien dire la Paillade, pas la Mosson. Je sais pas pourquoi, parce que bon, je suis. Oui, effectivement, j'ai vécu au quartier de la Paillade. J'ai été scolarisée aux Escoliers de la Mosson. Ou alors, j'ai 51 ans, où il n'y avait pas ce souci-là, ça se passait très bien. On était à une époque où vraiment, il n'y avait pas de rapport entre tu es blanc, tu es noir, tu es musulman, tu es catholique. J'ai fait ma première communion, j'en ai fait qu'une, à l'église Saint-Paul, qui est à la Paillade, une église carrée, d'ailleurs, même, et qui est toujours présente. J'étais même dans la jeunesse communiste, dans ces locaux-là. En plus, c'était rigolo, c'était à dessous, là, voilà. Bref, j'ai vécu, je connais ce quartier. Bon, on parle justement. Donc déjà, j'ai une grande pensée justement à la petite Samara, voilà, et à sa famille, et à ses parents qui vont lutter. Voilà, l'islamisme radical, pour moi, oui, il y a eu une progression. Alors moi, je suis partie parce qu'après, je fais des études et je suis partie sur Toulouse et après, j'ai parachuté en Tarn-et-Garonne. Vous êtes partie avant que cela ne se dégrade, Sandrine ? Ah, ça commençait à se dégrader et puis moi, je devenais à Montpellier et puis mes parents me racontent. Enfin, mes parents, ils sont toujours. Alors avec leurs voisins, ça se passe très bien. Ils sont peut-être, je crois qu'ils sont voulu rester, bon, parce qu'ils aiment bien venir, c'était leur choix personnel de pas s'investir ils auraient pu vivre ailleurs, peu importe, mais non, ils ont leur médecin, ils ont ci, ils ont là. Donc il y a une bienveillance. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui, enfin au niveau religion, parce que moi j'ai mes parents qui se sont battus, j'ai ma mère qui a 82 ans et mon père 84 ans, qui à l'époque se sont battus pour une liberté, enfin voilà, ils étaient à une génération où justement il y avait une guerre on parle du catholicisme, et moi je parle de la loi de 1905. J'ai mon grand-père qui était un grand laïcard. Attention, dans des villages, ma mère allait à la messe, lui il allait braconner les lapins. On est bien d'accord. On parle de notre génération à nous, voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, un jour je l'ai dit parce que j'ai beaucoup de copains musulmans, des copains musulmans, tout ça, on en discute souvent et je leur dis ce qu'il s'est passé à l'époque, vous allez le subir en premier lieu. Point. Mais chez nous, c'est-à-dire quel rapport avec le rapport, c'est-à-dire que c'est une guerre entre religions eux-mêmes, c'est-à-dire que l'islamisme radical veut prendre le dessus et imposer les choses. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que ce sont deux Françaises. Ce que vous voulez dire, c'est que les modérés doivent encadrer les radicaux ? Oui. Mais alors aidés par nous, et en plus ils font une confusion des choses, c'est-à-dire ils mettent la laïcité comme si la laïcité était une religion. Ce n'est pas une religion, la laïcité. C'est là où il y a eu des choses qui ont été. Voilà. Merci Sandrine. Moi je vois. Oui. Voilà. On entend. Mais votre témoignage est très intéressant parce qu'effectivement vous étiez à la Paillade à une période sans doute plus paisible. C'est un témoignage où on sent une tendresse vis-à-vis de. Il y a un véritable de ces quartiers populaires qui ont été des quartiers populaires de l'éducation populaire, du service public, des colonies de vacances, des gardiens d'immeubles. Olivier, tu sais. Et je pense, Jean-Claude, qu'il s'y passe encore des choses positives dans ces quartiers. Mais le quartier de la Mosson, Olivier d'Artigol, c'est 30 000 habitants. Il y a un stade de foot au milieu. Et c'est communautarisé. Il y a 90% de Maghrébins. Il s'y passe encore des choses positives, mais il y a eu des erreurs terribles
la responsabilité vient dans des politiques, sur les politiques de logement, d'attribution des logements, où on disait dans certaines villes, là ça va être la tour des Comoriens, là ça sera la tour des Algériens, etc. Il y a des élus qui ont pratiqué Olivier. comme ça. Je termine juste. Oui, Olivier. Il s'y passe des choses positives, sauf que là il y a quelque chose de très frontal. C'est l'entrisme des frères musulmans. Oui, il y a une poussée très forte. Il faut caractériser. On peut pas nier la poussée d'islamisme radical très forte, et pas seulement à la Mosson ou à la Payade. Simplement, et la situation au Proche-Orient ne va évidemment rien arranger. On est confronté aujourd'hui à un affrontement très puissant avec des frères musulmans qui sont capables, mais il n'y a pas que les frères musulmans, qui sont capables d'organiser un certain nombre de choses. Enfin, c'est la crainte dans la perspective des Jeux, c'est la crainte de l'Eurofoot en Allemagne. On est dans une guerre qui est ouverte entre les islamistes radicaux, religieux, dangereux et qui n'hésitent pas à tuer le voisin, et un islamisme modéré, raisonnable, dont j'espère qu'il saura s'imposer. J'en suis pas encore tout à fait sûr. Il y a une information que je voulais simplement repréciser, c'est que c'est une famille harki intégrée, voilà, qui se revendique maghrébine et non pas arabe. Oui. Musulmane. On parle d'enfants de 13-14 ans. Stigmatisation. Donc, je pense que, bien sûr, ces jeunes vivent dans un tissu culturel, familial. Est-ce que cette dimension politique qui date de la guerre d'Algérie a pu nourrir une haine vis-à-vis de cette petite? Pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'éléments pour me le dire, parce que tout simplement, le seul témoignage qu'on a solide, c'est la mère qui dit voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on verra les éléments d'enquête. Pour l'instant, cette dimension-là, je ne l'ai pas entendue dans le témoignage de la mère. En tout cas, Céline, on a eu des témoignages d'élèves tout à l'heure dans Repas 13h qui expliquaient clairement que le point de tension, c'était le harcèlement par rapport à la religion et au voile. Et à la tenue, à sa modernité. Je maintiens que, c'est évidemment pas tolérable. On peut pas accepter que ça se reproduise. 2, qu'est-ce qu'on fait avec les auteurs de ces violences, quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont assez fous pour menacer de tuer, et ils ont failli le faire, ils ont failli le réussir. Elle est en coma, cette jeune fille, on rappelle. Une gamine qui est à l'école avec eux. Comment on traite ce problème? La sanction, quelque part, doit intervenir. Interviendra-t-elle? Je n'en sais rien. Il y aura une sanction pénale, sans doute, les déjà. moyens? Oui, mais... Je veux dire, quand vous avez dit sanction pénale, si c'est dans 6 mois et dans 8 mois, non, on est confronté à des difficultés majeures, sérieuses, et il faudrait peut-être réfléchir à ce qui va se passer maintenant. Jean, qui nous écoute en Indre-et-Loire, a voulu réagir. Bonjour Jean. Bonjour Madame Giraud. Merci de nous appeler. Votre réaction? Oui, alors moi-même je suis professeur de mathématiques, et c'est vrai qu'on constate que maintenant l'intégralité ou la quasi-intégralité des problèmes à l'école et spécifiquement dans les collèges, ce sont des problèmes religieux et de la religion musulmane. Et je trouve qu'on a quand même une forme de pudeur et d'indulgence vis-à-vis de cette religion qui est quand même extraordinaire, parce que si les catholiques faisaient exactement la même chose, on ne chercherait pas à séparer l'islamisme de l'islam modéré. La réalité, c'est que les musulmans modérés eux-mêmes, c'est une notion qui, entre guillemets, est un petit peu floue dans la mesure où moi j'ai connu à la fac et je connais encore actuellement. Là, on a la preuve. On a la preuve là quand même qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence, mais il y a une sorte de continuum quand même qui est très dérangeant avec cette religion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas islamistes, qui n'auront jamais l'idée de commettre un attentat ou de faire quoi que ce soit, mais qui, dans le fond, Charlie Hebdo, il l'avait bien cherché, ou des choses comme ça, ou qui peuvent encourager idéologiquement. Et en fait, moi, ce que je conseillerais à beaucoup de gens et aux auditeurs qui vous écoutent, c'est tout simplement de lire le Coran. Et quand on lit le Coran, c'est assez clair sur les 6000 versets du Coran. Revenons à notre... voilà. Là, ça c'est votre appréciation. Voilà, là, on est vraiment sur une agression d'une jeune femme de confession musulmane agressée par une autre jeune femme de confession musulmane. Je suis pas totalement d'accord avec le témoignage, mais... Oui, Olivier, on va en parler justement. Je vais vous faire réagir au témoignage de Jean qui nous a appelé professeur de mathématiques en Indre-et-Loire et qui écoute Europe 1 dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Europe
1 13h. Europe 1 13h avec Céline Giraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs politiques du jour, Céline Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et pour quelques minutes encore, on va prolonger le débat sur cette agression très violente d'une jeune collégienne à Montpellier. Vous vouliez réagir, Olivier d'Artigol, sur le témoignage de Jean, qui est professeur de mathématiques en Indre-et-Loire. Par rapport à notre auditeur, d'abord, j'entends parfaitement ce qu'il dit concernant la situation à l'école, mais je conteste l'idée qu'il y aurait un continuum entre un islam de la tolérance qui amènerait à de l'intégrisme et que tout ça serait le même monde. Je ne le crois absolument pas. Et je crois que les principales victimes de l'intégrisme musulman, des terroristes islamistes, ce sont les musulmans dans le monde. Les premières et qu'il y a l'écrasante majorité de nos concitoyens de confession musulmane qui, concernant ce qui se passe par exemple aujourd'hui, actualité qu'on a décrite à Montpellier, sont absolument ravagés de douleur, d'inquiétude aussi, et font partie de ceux qui soutiennent cette jeune qui s'est fait agresser. Je pense. Alors après, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une minorité agissante qui essaye de gagner la bataille culturelle au sein de l'islam. C'est une réalité. Pour conclure, Jean-Claude Dacier. Pour conclure, si j'ose vouloir conclure, c'est vrai que la lecture de l'islam, il y en a 10, il y en a 15 des lectures de l'islam. On peut toujours aller chercher un continuum entre l'islam et l'islamisme. Certains disent que c'est même la même chose, que les uns font une interprétation plus radicale que les autres. Écoutez, moi je veux essayer de faire une interprétation optimiste de la situation que nous avons à vivre pour les années qui viennent. On n'ose même pas compter combien il y a de musulmans dans ce pays. 5, 6, 7, 10 millions. Personne ne souhaite apparemment connaître la réalité des choses. Je veux croire, notamment je le répète, grâce aux femmes, je veux croire que beaucoup seront séduits par notre société, qui avec tous ses défauts, est quand même une société de liberté. Et notamment pour les femmes, ça a mis un certain nombre d'années. On a beaucoup aidé, beaucoup progressé. On est devenu une société, encore une fois, pleine de défauts, mais qui n'a pas que des défauts, qui a beaucoup de grandes qualités par rapport à un islam. Ce sont des personnes qui vivent à nos côtés. C'est un médecin, c'est un pompier. Bien sûr. Et je pense que beaucoup de ceux-là vont petit à petit s'intégrer, et c'est déjà le cas pour beaucoup. Ceux qui sont arrivés dans les années 60 ou 70 sont pleinement intégrés. On a en revanche un vrai problème avec lequel on doit être impitoyable, c'est l'islam radical, qui, c'est vrai, là, la politique internationale ne nous aide pas, mais néanmoins, avant la guerre au Proche-Orient aujourd'hui, ça avait déjà démarré. Il y a des milliers de Français qui sont partis en Syrie quand même, ne l'oublions jamais. Donc on a le problème qui est devant nous, pas derrière, devant nous. 13h51, on est ensemble jusqu'à 14h.